Salut les terriens, salut les terriennes. Je suis très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Pierre Arditi. Pierre Arditi. Bonsoir. Alors j'ai fait le compte, Pierre, ça fait 5 ans que vous n'êtes pas venu dans une de mes émissions. 5 ans sans se voir. Pas un coup de fil, pas un SMS, rien. En fait, depuis que je fais une émission sans Bimbo de la télé-réalité et sans Star du X, vous venez plus. Non, non, parce que c'est ça qui me bottait, et là, maintenant, franchement... Et voilà. Non, maintenant, c'est plus emmerdant. Vous vous me disiez tout le temps, c'est lamentable. C'est lamentable, c'est lamentable, voilà. C'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est consternant. Voilà. Mais je vais en trouver d'autres au fur et à mesure que l'émission va se dérouler. Et puis moi, je vous taquinais sur votre vie sexuelle. Voilà. C'était sympa. Et maintenant, tout ça est peinard. Oui. Vous ne pourrez plus, c'est fini. Marié. C'est un vieux souvenir, tout ça. Voilà. Alors, Pierre, en P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de vos débuts, de votre carrière. Et vous nous direz ce que vous avez fait depuis 5 ans qu'on ne s'est pas vu, à part des pubs pour le Crédit Lyonnais. Vous êtes l'un des rares Français actuellement à gagner du pognon avec une banque, en tout cas. Bah oui. Bah oui, je me venge de tous les autres. Ah oui, merci. Voilà. Alors, en P2, nous accueillerons 2 nouveaux invités pour discuter avec nous de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine. Thierry Mariani, secrétaire d'État au transport, enfin ministre, il en rêvait. La dernière fois qu'il est venu ici, il n'était pas encore nommé, il reprochait à Sarkozy de ne pas l'avoir nommé ministre, d'avoir pris pour un con. En même temps, ça lui faisait un point commun avec les autres Français. Toujours en P2, nous accueillerons Edwy Plenel, président du site d'information Mediapart, qui publie Le président de trop chez Don Quichotte. Vous connaissez Plenel? Oui. Ben, sans la moustache, il ressemble à Damo. Mais il a plus de moustache? Il la met, en fait. Il la met, il l'enlève, oui, c'est ça, oui. Il la met quand il vient à la télé. Oui, c'est de plus en plus consternant. C'est pas grave, hein. Ne vous inquiétez pas, ça n'ira pas en s'arrangeant, cette affaire-là. Alors bon. On continue. En P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir, Olivia Chaumont, ex-Olivier, transsexuelle et franc-maçonne, la première femme acceptée au Grand Orient de France. Voilà. L'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors Pierre, rebonsoir, 5 ans qu'on ne s'est pas vu, t'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Je suis marié, j'ai toujours les mêmes enfants, ils ont un peu grandi. Ouais, Voilà, bon, on arrête. En fait, on s'est vu samedi au Théâtre Montparnasse, dans votre loge, après la représentation d'une pièce de Florian Zeller qui s'appelle La Vérité, et je vous ai dit, t'as jamais été meilleur. C'est vrai. C'est vrai. J'étais fasciné, j'ai passé une soirée de rêve. Tu es extraordinaire. Je dis à tout le monde, allez voir cette pièce. C'est difficile parce que c'est bourré depuis le mois de janvier. Oui. Mais si vous pouvez y aller, allez-y. C'est rare que je fasse des compliments, mais là, franchement, un big up. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Pourquoi on ne fait plus l'amour? On fait encore l'amour, mon amour. Non? On pourrait partir ensemble. Tu voudrais qu'on passe un week-end ensemble? Oui. Ah oui? Mais un week-end de combien de jours? Je voulais te parler d'Alice. J'ai l'impression qu'elle me trompe. Alice te tromper? Et on sait qui est l'enfoiré? Ça se complique, hein? Tu vois, toi, le mal, tu le vois pas. Mais pas. C'est ma femme. Tu n'as pas confiance en moi, c'est ça que tu es en train de me dire? Après 20 ans de vie commune, c'est dur à entendre, Laurent. Tu crois, moi, c'est dur. Hein? Pourquoi tu me mens? Moi? La vie serait tellement plus simple si tout le monde se disait la vérité. Oui, ce sera un cauchemar, Alice. Ce serait un véritable cauchemar. Voilà, La Vérité, une comédie de Florian Zeller, mise en scène par Patrice Kerbrat, avec vous, Fanny Cotenson, Christiane Millet et Patrice Kerbrat. Absolument. C'est une pièce que Zeller a écrite pour vous. Oui, ça m'a fait très plaisir parce que j'avais beaucoup d'admiration pour ce jeune auteur. Il est très jeune, il a 30 ans, c'est pas sa première pièce. Ouais. Hein. Il me l'a envoyé et je lui ai répondu 1h30 après qu'évidemment. Ah ouais. Il était hors de question que quelqu'un d'autre la joue à part moi. Alors le pitch, vous êtes devenu l'amant de la femme de votre meilleur ami. Oui.
Et pour passer une nuit entière ensemble, vous organisez un gros mensonge Oui. qui va provoquer une réaction en chaîne, en fait. Au début, on se dit, oui, bon, c'est marrant, on a déjà Ouais. vu ça 100 fois, sauf qu'à un moment donné, Ouais. lui, il prend la structure et il la tord, il Voilà. la presse comme un citron. Plus personne ne sait Oui. qui est l'amant de qui, Absolument, de quoi, absolument. la femme de qui. C'est absolument génial, quoi. Ça devient vertigineux. À la sortie, on se demande si on connaît la vérité sur sa propre existence. Mais est-ce que c'est bien utile? Est-ce que vous savez que Oui. disait, je crois, Ouais. Lacan, il n'y a que la vérité qui ment. Oui. Hein, Ah, c'est bien. Oui. Enfin, la vérité, c'est que j'ai passé quand même une super soirée. Et Bah, vraiment, ça me fait très plaisir. très heureux. C'est le meilleur des compliments. Alors, on va parler de vous un petit peu maintenant. Oui, donc ça va être moins drôle si je comprends. Oh, bien. vous êtes né le 1er décembre 44. Bah, déjà, ça, c'est pas rigolo Oui, c'est du tout. vrai. si Ça, vous je voyez. comprends. À Paris, dans le 9e, Ouais. votre père est le peintre Georges Arditi. Oui. Et vous dites, petit, ça me gênait d'avoir un père peintre. Les enfants ont horreur de la différence. Il n'avait pas le même look. Il avait un duffel coat, il Ouais. avait des pompes qui sont devenues très à la mode depuis. Ouais. Il était habillé comme un artiste, c'était un bohème. quoi. Ouais. Bon, Et votre fils est peintre. ça a sauté une génération. Ouais, ouais. Frédéric, Beaucoup c'est de talent, drôle. ouais. Il a regardé son grand-père peindre Ah oui, quand il était ouais. enfant. Il a réussi à faire ce que nous, on n'a jamais réussi à faire. C'est-à-dire que quand on était petit, on ne pouvait pas approcher d'une des toiles de mon père pendant qu'il peignait à moins de 3 mètres. Oula, ah ouais. On ne pouvait pas. Ouais. T'approches pas, fais ça. Très bien, alors on s'approchait pas, on disait, bon, voilà, pourquoi tu mets ça? Parce que j'ai mis ça, bon. Non, lui, il était dans les bras de son grand-père, Ah oui, d'accord. avec une brosse qu'il lui avait donnée, et il avait le droit de peindre sur le tableau que peignait mon d'accord, père. oui, d'accord. Donc quand on a vu ça, ma sœur et moi, on lui a Ah, dit, c'est mais un peu dur, ouais. tu te fous de notre gueule. Et il a dit, non, mais c'est bien, mais vas-y, mon chéri, peins, je gratterai après. Donc c'était une honte, quoi. Il était gâté. Alors, père d'origine juive, espagnole et bulgare, mère belge. Oui. En fait, vous dites, je suis un fils d'intello fauché et cosmopolite, Oui. un parfait exemple d'intégration. Ah bah oui, je suis heureux que la France ait ouvert ses bras pour m'accueillir, ce qui est un peu moins le cas en ce moment. Et Ouais. on peut comprendre certaines restrictions, mais il y a une manière de le faire, et puis il y a une manière quand même de... Enfin, on en reparlera si vous voulez. Avec ça. Thierry Mariani, à Hein? mon avis, on risque d'en parler. Alors, le cousin de votre père étant le fameux découvreur de talent Jacques Canetti, vous allez souvent aux Trois Baudets. Ah oui. Vous voyez Gainsbourg, vous voyez Ah oui. Brel, Béard, De Vos. C'est pas que je les vois, c'est que on les voit débuter. Ouais. Il n'est pas la même Oui, oui, chose. oui, oui. Moi, je me souviens de Gainsbourg, personne ne Ouais. savait encore qui il était. Ouais. Et il avait une présence folle, mais Béard, pareil. Ouais. Brel, qui allait vomir en scène entre deux chansons. Oui, il Enfin, avait le c'est- trac, Brel. Il y a une trouille Il supportait terrible, pas, juste oui. avec une guitare sèche. Ouais. Tu sais, ça peut pas s'effacer, ça. Ouais. J'ai eu envie de monter en scène, curieusement, en ne voyant pas des acteurs, mais en voyant des chanteurs. Voilà. C'est quand même étrange. En même temps, à la même époque, vous découvrez le théâtre avec Amphitryon à la Comédie Française. Et Robert Hirsch, évidemment. Voilà, et 10 ans plus tard, après des études assez moyennes, Très secondaire. votre sœur Catherine vous pousse à aller au cours de Tania Balachova. Oui. Pourquoi cette Tania Balachova est culte à ce point-là? Elle pratiquait l'enseignement stanislavskien. Voilà. Ah. C'est-à-dire ce qu'aujourd'hui on appelle l'acteur studio. C'est-à-dire en ce qu'on Amérique. prend en soi-même. Quelque chose qui nourrira un autre qui n'est pas soi. Voilà. Use it. Mais vous êtes comme Sers-toi ça, de vous. toi. Oui. Oui, Oui. je passe mon temps à faire ça, mais Oui. j'ai mis 20 ans à pouvoir l'appliquer. Je n'arrivais pas à comprendre. Puis un jour... Alors, chez Tania, vous restez de 17 à 19 ans. Ouais. Et vous avez 21 ans contre votre sœur, encore elle, Catherine, vous emmène voir Marcel Maréchal Ouais. pour remplacer un comédien défaillant. Vous débutez à Lyon en 1965 dans l'Opéra du Monde d'Audiberti. Ouais. Et là, c'est parti. Voilà. Et c'est comme ça que le monde enfin s'illumine. Et voilà. Et le monde découvre Pierre Arditi et depuis... Pas encore. Pas encore. Ça a mis du temps, c'est vrai. T'as mis 20 ans. Alors, au cinéma, ça sera un peu moins énorme. Hein. Ah oui. On peut Premier film, 22 ans. Vous êtes engagé à 14h, viré à 16h. Ça, c'est une vilaine histoire. Le réalisateur Georges Dumoulin vous dit... Ouais, je sors du bureau, il me dit oui. Ouais. Donc je sors fou de joie. Ouais. Et 2 heures après, on m'explique que c'est Quelle pas moi. horreur. Oui, c'est horrible, mais c'est la vie. Ouais. À 22 ans, on prend ça très mal parce qu'on Ouais. n'a pas encore l'habitude, on comprend pas. Ce sera comme ça tout le temps, que c'est un combat. Alors, heureusement, il y a eu René et Lelouch, quand même. Vous avez fait des Bah, il y en a très beaux beaucoup films. d'autres. Hein. Oui, oui. Après Costa Gavras, après Jolivet, après Pascal Thomas, après Claude Berry, après qui voulait, il y en a plein. Mais est-ce que vous diriez encore aujourd'hui, je n'ai pas encore eu le rôle de ma vie? Non, je peux pas dire ça. Ce que je peux dire, parce que la lucidité, ça fait aussi un peu partie du talent, je pense que je fais une carrière théâtrale Énorme. très puissante. Et que ma carrière cinématographique, elle est enviable, Ouais. mais elle n'est pas à cette hauteur-là. Ouais. Quelque chose avec le cinéma ne se Ouais. fait pas tout Ouais, à fait, ouais. mais c'est comme ça. Je n'ai aucune raison d'être aigre ou amer. Ah bah non. C'est que c'est comme ça. La vie l'a décidé et c'est pas grave. On peut pas être amoureux
toujours d'une femme qui, à un moment donné, vous regarde de temps en temps avec condescendance et puis qui ensuite va regarder ailleurs. C'est comme ça, voilà, quand elle me fait signe, je suis là. Quand elle me fait pas signe, je vais vers celle qui m'aime. Une question de rôle aussi, on vous propose tout le temps des rôles de bourgeois et vous voulez jouer un salaud. J'ai fait au théâtre, par exemple, des personnages très noirs, très sombres, très salauds, très lâches, très veulent, très crapuleux, et on ne me les propose pas au cinéma. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai une espèce de look comme ça, bon chic, bon genre, bien, un grand bourgeois, comme ça, mais c'est une connerie. Vous feriez un truand formidable. C'est idiot. Bah oui. Bon, voilà, mais c'est la vie, c'est comme ça, j'y peux rien. Voilà, ceci étant, c'est sur un tournage que vous avez rencontré Evelyn Bouix, Oui. un film de Molinaro. Ouais. On a eu un flash comme ça, puis à un moment donné, je savais pas trop, j'arrivais pas, j'étais intimidé, puis à un moment donné, c'est elle qui m'a alpagué. Ouais. Elle m'a attrapé par les revers de ma veste, elle m'a plaqué contre un mur, et elle m'a roulé une pelle terrible. C'était absolument génial. Le rôle était absolument inversé. C'était magnifique. Et alors, après 25 ans de vie commune, vous vous êtes mariés il y a 1 an. Ouais. On va faire un petit bilan. Ouais. Au niveau fidélité, ça va, vous tenez? Super. Super. Ah oui. Non, mais j'ai jamais été aussi fidèle de ma vie. Ah oui. Et je n'ai plus aucune raison de ne pas l'être. C'est la continuation du vrai couple que nous sommes, avec tous les avantages et aucun des inconvénients du mariage. Oui, parce que vous dites un truc formidable, c'est qu'en fait, il faut se donner des rendez-vous. Absolument. Et il ne faut pas tout faire ensemble. Oui, il y a des choses une grande qui théorie sont, que vous avez qui est très juste. capital. Très juste. Si on pense que vivre en commun, c'est tout partager, c'est une connerie absolument noire. Voilà. Faut pas du tout faire ça. Voilà. On se retrouve après la pub avec Thierry Mariani et Louis Plenel pour discuter avec nous de ce qui ont fait l'actualité de la semaine. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriennes. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Arditi. Et nous accueillons Edwy Plenel et Thierry Mariani. Bonsoir. Alors, Thierry Mariani, il y a à peine 1 an, vous déclariez « Sarkozy m'avait promis un secrétariat d'État. Résultat, c'est Tron qui lui a craché à la gueule, qui devient ministre. Sarkozy, plus tu lui craches à la gueule, plus il t'aime. » Ben, vous avez raison. Vous aviez raison, vous l'avez craché à la gueule. Résultat, vous êtes secrétaire d'État. Un big up. Ça a marché. Si vous lui aviez un petit peu plus craché à la gueule, vous ne seriez pas secrétaire d'État au transport, vous seriez à l'intérieur aux affaires étrangères, peut-être. Depuis 1994, je crois que j'ai surtout été un ami fidèle. Alors, par moments, on peut avoir des moments d'énervement et peut-être faire quelques déclarations que j'ai faites. Mais faut pas oublier aussi peut-être 17 ou 18 années avant une déclaration. Voilà. Oui. Alors, pas de bol. À peine nommé, il neige. En plein hiver, un truc rarissime. Truc qui n'est jamais arrivé. Résultat, les voitures, les trains, les avions, plus rien circule. Paralysie générale. Vous lui avez dit à Sarkozy que votre truc, c'était plutôt les Arabes que la météo. Je crois que quand il neige et qu'il n'a jamais neigé autant depuis 1987, il faut qu'on s'habitue en France à ce qu'il y ait quelques problèmes. Il y a des problèmes d'ailleurs dans tous les pays. Ouais. L'Allemagne, un peu plus habituée à la neige, ça a été le même souk. Ouais. Et ça a été la panique pareil dans d'autres pays. Enfin, heureusement, maintenant, vous avez fait mettre de la moquette à Roissy, à Orly, pour que les gens puissent dormir confort. Non, maintenant, on a tout simplement veillé à renforcer peut-être certains équipements. S'il tombe encore 20 cm, il y aura des problèmes, il y en aura un peu moins. Mais quand il neige, c'est pas une découverte, il y a des problèmes. Eh oui. Les avions, il fallait les passer au produit, il n'y avait plus de Il produits. fallait les passer au glycol. Voilà, je m'en souviens, moi j'étais dans l'avion. Voilà. Et alors, les transports, comment ça se passe, Thierry? D'abord, c'est un ministère passionnant. C'est plus les mêmes transports qu'il y a quelques années. On essaye d'avoir des transports plus écologistes. Et puis, c'est aussi, on l'oublie trop souvent, des entreprises qui s'appellent Alstom, ADS, qui sont parmi les meilleures au monde et qui permettent à ce pays d'avoir encore quelques milliers d'emplois dans l'industrie. Il est sympa, Bison Futé? Oui, il est assez sympa, ça va, quand il est à l'heure, et c'est bon. Alors, ministre, ça se passe bien? Ça va, très Vous bien. avez fait le grand journal? Non, je crois pas. Ah bah non, à quoi ça sert d'être ministre si on fait pas le grand écoutez, journal? c'est pas Ah bah, encore je fini. comprends pas. J'ai pas encore été viré ce soir, donc il y a encore de l'avenir. D'accord. Alors, avec votre ami Lionel Lucas, député des Alpes-Maritimes, vous avez créé la droite populaire. C'est une espèce de droite décomplexée. 44 députés. Nicolas Sarkozy vous recevra mardi prochain à l'Élysée. Vous lui direz quoi? Il y a déjà eu plusieurs rencontres où les députés de la droite populaire lui font part des préoccupations sur certains sujets, notamment par exemple
le projet de loi sur les jurys populaires plus présents désormais dans les affaires judiciaires. C'était par exemple une idée qu'on partageait, qui a abouti. Donc, Ouais. Alors, si vous voulez obtenir un truc avec Sarko, crachez-lui à la gueule. Bien. Edwy Plenel, bonsoir. Donc, vous êtes ici ce soir pour le lancement de l'opération Une moustache pour la liberté de la presse. C'est absolument consternant. Là, il y a des répliques de sa moustache qui vont être vendues un peu partout au prix de 2 € pour soutenir son combat. Alors, ceci étant, le site d'information Mediapart, dont vous êtes le fondateur et le président, a atteint l'équilibre financier. Ça prouve finalement que sans fonds, sans fabricant d'armement, sans maître des travaux publics, on arrive quand même à faire de l'info dans ce pays. Oui, c'est pas comme au Figaro. Au Figaro, ils peuvent pas trop causer des dessous de la guerre en Libye, parce que c'est Rafale contre Dassault. Oui. C'est le propriétaire qui fait la guerre des deux côtés. Oui. Eh oui. Eh oui. Vous n'avez pas ce problème. Non, nous, on n'a que les lecteurs. Et voilà. Et ça marche. Alors, en mars, pour le 3e anniversaire de Mediapart, vous avez mis en ligne French Leaks. Alors là, c'est un truc qu'on peut envoyer quand on a des documents ? Oui, par exemple, cette semaine, nous avons révélé, et c'est assez douloureux, la lettre qu'a envoyée le suicidé de France Télécom en 2009, qui alertait déjà, et qui alertait la DRH de Il disait, France j'ai l'impression Télécom. d'être en trop. Bien sûr, c'est Mediapart qui a révélé ça grâce à French Leaks. Voilà. Hein, quelqu'un nous l'a envoyé. Dans le nucléaire, on a eu aussi quelques informations comme cela. Les bandes Bettencourt, on peut les réécouter tranquillement. Les comptes du groupe Bolloré, les dessous de l'histoire de la caisse d'épargne. Enfin bref, on fait notre travail de citoyen. Et puis de l'autre côté, on dit aux lanceurs d'alerte qu'ils peuvent, à l'ère du numérique, envoyer de manière cryptée, sécurisée, des documents qu'on ne publiera pas sans les avoir recoupés, vérifiés, exploités. Vous avez rencontré Julian Assange ? Oui, on a fait une interview même dans sa cuisine de son manoir anglais, assez drôle, assez décalé. C'est quelqu'un de très intéressant. C'est quelqu'un qui a un vrai combat pour la démocratie sans frontières. C'est pas un illuminé. C'est quelqu'un qui veut vraiment cette idée qu'il y a une stratégie du faible au fort, que quand on arrive à montrer que le roi est nu, eh bien, le roi, il tombe. Et c'est ce qui est arrivé pour Ben Ali et Moubarak. Les télégrammes Wikileaks ont eu un effet redoutable. Alors, Edwy, vous publiez aux éditions Don Quichotte Le président de trop, sous-titré Vertu de l'anti-sarkozysme et vice du présidentialisme. Alors, pour vous, en fait, Sarkozy exacerbe le présidentialisme français. Le présidentialisme est au régime présidentiel ce que l'intégrisme est aux religions. C'est-à-dire, c'est l'idée que ce système excessif, ce président qui n'a pas le sens des limites, qui est transgressif, sans contre-pouvoir, ça crée la courtisanerie, ça crée toutes ces nominations. Vous dites, en fait, ce présidentialisme est un héritage du bonapartisme. Hein, c'est une forme de césarisme. C'est-à-dire que nous, on a une catastrophe, c'est qu'on a coupé la tête du roi, mais on a néanmoins sauvé la monarchie dans la culture républicaine. Vrai, tout à fait. Donc on a toujours cette idée du grand 1, le grand 1 présidentiel, et qui crée cette façon de s'identifier à un seul, qui est pour moi le niveau le plus bas du débat politique. Mais est-ce que le problème, finalement, c'est pas l'élection du président de la République au suffrage universel ? Le président des États-Unis est élu. Et néanmoins, quand il ne peut pas nommer n'importe comment. Il y a des auditions au Congrès. Il est contrôlé. Mais non, il y a pratiquement pas. Je ne peux pas laisser dire n'importe quoi. Nicolas Sarkozy a changé la Constitution. Vous savez que désormais, pour toute une série de postes, il faut les votes des 3/5e des commissions à l'Assemblée nationale. C'est l'inverse. Il faudrait que les 3/5e disent non. Avant, il n'y avait, reconnaissez-le, avant, il n'y avait aucun vote des commissions. Désormais, parce que Nicolas Sarkozy a modifié la Constitution, les parlementaires ont leur mot à dire. C'est exactement le contraire de ce que vous dénoncez. Monsieur Mariani, le territoire du secret défense a été étendu. Donc il y a des domaines où on ne peut pas, où même les juges ne peuvent pas aller. La justice est entravée. Regardez l'affaire Bettencourt. Les nominations, l'audiovisuel public. Le président, il ne se contente pas de nommer. Patrice Duhamel, qui a travaillé au Figaro, qui n'est pas un révolté, a raconté que le président, il s'occupe des programmes. Quand en 2009, je suis passé après une de ses émissions, il a appelé Patrice Duhamel. On était 4, 2 plutôt d'opposition, 2 plutôt de la majorité. Il a dit, mais pourquoi t'avais le 4e ? Il n'y avait pas besoin, il était trop bon. C'était un compliment, hein, mais quand même, c'est impensable. C'est digne d'une république bananière. Je dis ça parce que ce qui m'autorise à parler comme ça, vous le savez, parce que la droite était bien contente de mes révélations
sous la présidence de Mitterrand. Les sarkozystes n'étaient pas mécontents quand j'ai publié la cassette mairie dont personne ne voulait, qui concernait Jacques Chirac. Donc, on ne peut pas m'accuser d'être de parti pris. Ce que je voudrais, c'est qu'on ait d'abord un président qui rassemble ce pays. La critique principale que je fais à Nicolas Sarkozy, c'est de mettre en guerre ce pays contre lui-même. C'est d'hystériser la politique. Et vraiment, pour moi, le marqueur est profond. Vous savez, l'article 1er du préambule de notre Constitution dit que la France ne fait pas de distinction entre ses citoyens selon l'origine, selon la race, selon la religion. C'était quelque chose qui unifiait la droite et la gauche républicaine, des gaullistes aux communistes. Eh bien ça a volé en éclats avec M. Sarkozy et ses amis comme M. Mariani. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'avoir un président sage, inaugurateur de chrysanthème façon 4e République? Mais le sage, il dirait ce que je viens de vous dire. Ben oui, c'est pour il ça. rappellerait ça. Ben c'est pour ça. Vous savez, au moment où nous parlons, Mediapart a révélé, depuis 2 jours, quelque chose qui va être le miroir de ce pays, au cœur du football français, de ses instances les plus officielles. Depuis quelques mois, a été lancée l'opération blanchiment. Depuis les gamins de 12-13 ans, trop de blacks. Il y en a trop. Il y a trop de blacks. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est énorme. C'est pas des mots en l'air. Non. Les enfants des banlieues, divers, de la diversité française, des minorités visibles, ils sont pas à la tête des médias, ils sont pas à la tête des grands groupes industriels, ils sont pas à la tête de la politique. Ils avaient le sport. Et on dit, pas sur la compétence. Ouais. Avec des phrases terribles. Ouais, il faut changer la logique du jeu. Ouais, on disait c'est les grands et les balèzes. Et les grands et les balèzes, c'est les Africains, hein, c'est les Noirs, c'est les Blacks plutôt. Ouais. C'est les Blacks, parce qu'il y a les Antillais. Non, il faut revenir à un jeu plus intelligent. Des petits Rabelais. Et c'est les Blancs. Le climat qui a été créé permet des choses comme ça. Et le foot, c'est le miroir de toute la jeunesse française. Oui, alors, malheureusement d'ailleurs, parce que c'est un peu restrictif, et ce serait bien que la jeunesse française pense de temps en temps qu'il n'y a pas que le foot. Il y a la littérature, il y a le théâtre, il y a le cinéma. Mais elle le pense aussi. Elle le pense. Oui. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que moi, je sais très bien, j'adore le foot, c'est épatant. Mais enfin, n'en faisons pas le nouveau saint, le nouveau Graal du monde dans lequel nous vivons. Ce qui va les sortir de la merde, c'est la culture, c'est l'école. Mais l'un n'empêche il y a un boulot terrible. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. La culture, il a, l'école, il a. Pour qu'on emmène les gosses entre 2 rangées de CRS à l'école. Vous voyez, c'est pour vous dire à quel point je suis de gauche. Ouais. Alors, je suis pour ça. Encore un mot sur le livre donc, d'Edwy Plenel. Il y a des formules vitriolesques. Avec Nicolas Sarkozy, la France croyait avoir élu un président. En quelques jours à peine, elle a découvert un gagnant du loto. Le problème, c'est que le gagnant du loto, il a fait comme tous les gagnants du loto, il a tout claqué en 5 ans. Je trouve quand même un peu dur avec Nicolas Sarkozy, il a quand même donné la Légion d'honneur à Daniela Lombroso. Pas elle seule. Je suis désolé. Je voulais quand même dire ça. Vous êtes jaloux. Voilà, c'est lamentable. C'est nul. C'est lamentable. On passe maintenant à ceux qui ont fait l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Anna Cabana, grand reporter au Point, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Carla Bruni Sarkozy est-elle enceinte? La nouvelle n'est pas confirmée, mais elle n'est pas non plus démentie. Du coup, à la rentrée, le président Sarkozy nous annoncera peut-être qu'il est à nouveau papa et à nouveau candidat. Avoir un seul enfant de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. En tout cas, ce ne serait pas la première fois que Nicolas nous fait partager sa vie privée. Dès 2002, son fils Louis est en photo dans Paris Match. On le voit jouer sous le bureau du ministre de l'Intérieur, exactement comme John Kennedy jouait sous le bureau de la Maison Blanche. Mais attention, mêler ses enfants à la communication politique, c'est parfois délicat. En 2008, quand le président a voulu jouer le beau papa idéal, en portant le fils de Carla sur ses épaules, les photos de vacances n'étaient pas très réussies. Cela dit, il n'y a pas qu'en France que la vie privée des hommes politiques devient un argument électoral. L'an dernier, en Grande-Bretagne, la femme de David Cameron a annoncé sa grossesse juste avant les élections. C'est mon arme secrète, avait déclaré Cameron, qui depuis est devenu Premier ministre. D'ailleurs, lorsque sa fille est née, en bon papa moderne, il a pris 14 jours de congé paternité. Vous croyez que notre président pourrait faire pareil? Non, parce que pour se faire élire, faut raconter des belles histoires. C'est le principe du storytelling. Et le cliché du jeune papa maladroit qui pouponne, rien de tel pour attendrir le cœur des ménagères. Un bébé qui sourit, ça exprime tant d'innocence, d'espoir. Quel beau symbole pour 2012.
D'ailleurs, c'est comme ça que Mitterrand s'est fait réélire en 1988. Il a juste collé un bébé sur ses affiches de campagne. Voilà, c'était l'édito de Blacko en mise en image de Julien Graff. Anna Cabana, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au point, bienvenue parmi nous. Merci. Alors, vous avez fait un tabac, vous avez vendu 200 000 exemplaires d'un livre consacré à Cécilia Sarkozy. Alors, vous y connaissez quand même. D'après vous, elle est enceinte, Carla? Regardez à quoi on est réduits, nous autres journalistes politiques, aujourd'hui. Oui. Je veux dire, entre scruter les courbes de François Hollande, dont on dit qu'il a maigri, que c'est le signe de l'effort énorme qu'il a consenti pour devenir candidat. Et là, maintenant, c'est Carla Bruni. Il y a un truc qui m'a fait rire dans la séquence récente, c'est que vous avez vu que Carla Bruni fait la une de Match, donc 10 pages d'entretien dans Match. Elle est dans Le Parisien. Oui. Là encore, entretien devant les lecteurs. Et au fond, ce plan com avait été monté par l'Élysée bien avant que la rumeur affole tout le monde, pour essayer de rendre Carla aimable de l'électorat de droite. Parce que des sondages ont été faits par les conseillers de Nicolas Sarkozy qui montrent qu'en fait, à droite, ça passe pas trop Carla Bruni. Alors, ça passe pas trop. Bah oui. Ils regrettent Bernadette et même la gauche, au fond. C'est-à-dire qu'on voit que ni à droite ni à gauche, Carla Bruni séduit les Français. Sauf que la pas séquence... un mot sur la grossesse. Non mais Thierry, la séquence avait été faite avant et parasitée par les histoires de grossesse. Donc au fond, on se retrouve aujourd'hui avec un plan com qui se retourne contre elle puisque elle est très embêtée. Elle peut pas répondre oui, elle peut pas répondre non. Donc elle ne répond pas et donc ça fait une mise en scène sur une mise en scène. Donc ça donne ça une marche séquence. pas, voilà. On se fout de tout ça. Mais pas du tout. Penser que le destin de notre pays est uniquement rattaché au ventre de Carla Bruni Sarkozy, ou pas, ou à son col Claudine, un machin comme ça, Dominique Strauss-Kahn devrait se faire maigrir, Hollande a bien fait de le faire, parce qu'il donnerait son corps à la nation. Bon, on est chez les dingues. Non, d'accord. On est chez les dingues. Oui, mais bon. Oui, mais c'est quand même eux. C'est quoi le problème? Mais c'est quand même comment les gens vont pouvoir vivre? Oui. Comment on vit avec 1 200 € par mois quand on a 2 gosses et qu'on peut plus habiter dans Paris? Qui va régler ces problèmes-là? Le reste, on s'en branle. C'est mis en scène, c'est fabriqué. On s'en fout. Indignez-vous contre le fait qu'on fait 10 pages dans Match, qu'on fait 4 pages dans Le Parisien. Mais qu'on fasse 10 pages dans Match, ça me dérange pas. Si on arrivait à résoudre une série de problèmes, tout ça n'aurait pas l'importance qu'on lui accorde aujourd'hui. C'est comme on n'arrive pas à les résoudre. On fait ça parce qu'il les résout pas. Voilà. C'est une diversion. Exactement. C'est fait pour divertir. Bon, voilà. Mais peut-être qu'on pourra tous rendre grâce à Nicolas Sarkozy, au fond, de nous en avoir dégoûté. Bien. Thierry Mariani, il n'y a plus que vous qu'on n'a pas entendu là-dessus. Est-ce que ce gosse va diriger l'EHPAD? Je refile la patate chaude. Mariani. Humainement, je souhaite pour qu'il soit heureux. Politiquement, c'est pas un événement. Mais j'allais dire, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer dans les prochains mois au niveau politique. Bien. On continue à discuter de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 2. En France, il y a un vrai problème avec l'immigration. Chaque année, 200 000 immigrés s'installent en toute légalité chez nous. Alors, si nous voulons que la France reste la France, on n'a pas le choix. Il va falloir accueillir beaucoup plus d'immigrés. Si, pour que la France reste la France, c'est-à-dire la 5e puissance économique au monde. Alors évidemment, c'est pas forcément le meilleur argument pour se faire élire en 2012. Au contraire, Sarkozy et Berlusconi voudraient renforcer les accords de Schengen pour lutter contre l'arrivée de quelques milliers de Tunisiens. Si un pays est défaillant à garder les frontières des autres, qu'est-ce qu'on fait? N'empêche, quand Claude Guéant a proposé de réduire aussi l'immigration légale, la ministre de l'économie, Christine Lagarde, a tout de suite dit que c'était une très mauvaise idée. Il faut évidemment réfléchir au court terme, mais aussi au long terme. Dans le long terme, on aura besoin de main-d'œuvre. Faut dire que c'est pratique, les immigrés. 85% de ceux qui arrivent en France n'ont pas de formation. Ça fait donc de la main-d'œuvre pas chère qui accepte le sale boulot. Pas étonnant que Laurence Parisot, la patronne des patrons, défende elle aussi l'immigration. Les hommes ont parfois besoin d'autres hommes pour réussir. Ensemble,
Pareil pour la presse économique. Cette semaine, Les Échos, le journal du milliardaire Bernard Arnault, a publié une enquête démontrant les bienfaits de l'immigration. En mars, c'est son concurrent La Tribune qui publiait l'interview de 2 économistes affirmant « L'économie française a besoin de 10 millions d'immigrés d'ici 2040 ». Mais malheureusement, tous les ouvriers ne doivent pas lire la presse économique, puisque selon le dernier sondage, 36% d'entre eux ont l'intention de voter Le Pen en 2012. Voilà, c'était l'édito de Blacko 2, mise en image de Julien Grab. Voilà. Alors évidemment, la droite est extrêmement divisée parce que d'après Christine Lagarde et Laurence Parisot du MEDEF, l'immigration est une chance pour la France, parce qu'il y a besoin de main-d'œuvre pas chère. C'est pour ça qu'ils sont venus à l'époque pour travailler dans les usines françaises au moment des 30 Glorieuses. Et il y a une autre partie de la droite, dont vous faites partie, qui s'inquiète de l'arrivée de tous ces immigrés. Donc il faudrait vous mettre d'accord. Attendez, qu'est-ce qu'on dit? On dit que simplement l'immigration choisie, on doit adapter le nombre en fonction de la situation économique. Aujourd'hui, les immigrés en situation régulière sont au chômage pour 24% d'entre eux, c'est-à-dire 3 fois plus que la moyenne nationale. Pourquoi? D'ailleurs, votre reportage l'a un peu dit, parce qu'ils sont sous-formés. Que dit Claude Guéant? Que dit Nicolas Sarkozy? Il dit simplement la politique migratoire, on doit l'adapter en fonction des besoins du pays. Et donc, quand on est en période d'expansion, eh bien oui, il faut plus d'immigrés. Quand on est en période de récession, il en faut un peu moins. Je répète, 3 fois plus de chômage chez les immigrés en situation régulière. Ça devrait quand même poser une question. On est toujours au cœur de cette politique essuie-glace de diversion. Alors, comment on fait diversion à 1 an de la présidentielle? On dit que le problème, c'est qu'il y a trop d'immigrés, qu'il y a trop d'immigration. Comme si c'était le problème central. En l'occurrence, est-ce que c'est une immigration seulement de travail? Il y a des peuples qui se libèrent de dictature. Et au même moment où on dit on va aller leur apporter la liberté avec nos bombes, avec nos missiles en Libye, on dit ces peuples, on n'en veut pas. Ces peuples, on ne veut pas de leurs étudiants, on ne veut pas de leur jeunesse. Ils vont au Québec, ils vont dans d'autres pays. La France, sous cette présidence, a décroché du monde. Avant, la France, elle avait un rapport au monde et elle disait quelque chose au monde. Elle n'était pas un village gaulois barricadé. Je rappelle quand même, il a fallu que le sage Robert Badinter rappelle au Premier ministre que dire français d'origine musulmane, c'est bizarre. Ouais. C'est pas une origine, la religion. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il dit, en clair, ça veut dire qu'à une époque, on disait d'origine juive. Ouais. Mais oui, donc, voilà, on commence à sélectionner. Aujourd'hui, la Tunisie est devenue une démocratie, on s'en félicite. Eh bien, il faut les laisser circuler un peu. Aujourd'hui, les personnes qui quittent la Tunisie pour venir en France, ils ne fuient pas l'oppression politique. Mais ils viennent aussi parce qu'ils ont envie de bouger comme vous. Ah non, mais on est bien d'accord. Vous savez... Sauf que dans ce cas-là, on a peut-être le droit de dire on accueille sur notre sol en priorité les réfugiés politiques, ce qu'on a toujours fait. Et pour les réfugiés, c'est faux, on est toujours le premier pays européen. Attendez, et l'Italie a à peu près par an 10 000 demandes, la France 50 000. Donc arrêtez de caricaturer. On a quand même le droit de dire, en dehors des réfugiés politiques qui sont menacés dans leur chair, eh bien, on choisit d'accueillir une immigration économique dont on définit le niveau. Qu'est-ce que vous nous proposez? Vous nous proposez que désormais, toutes les personnes qui arrivent de Tunisie, on les accepte? Je propose que nous soyons un peu humbles. Je dis juste que quand on a cautionné ces dictatures, armé ces dictatures, fermé les yeux sur la privation des libertés, eh bien, dans ces cas-là, on est un peu généreux. Et on ne considère pas qu'en envoyant quelques rafales, ça suffit pour aider les peuples qui veulent se libérer. Thierry Mariani, vous êtes d'accord qu'on a besoin des immigrés pour travailler pas cher dans les usines et pour payer les retraites? Parce qu'en fait... Souvent, les immigrés, ils cotisent. Ils cotisent. Non, mais bien sûr qu'ils cotisent. Les immigrés, ils cotisent, mais souvent, au moment de la retraite, ils partent dans leur pays. Donc en plus, ils n'en profitent pas de la retraite. Sauf que quand on a 3 fois plus de taux de chômage des immigrés en règle, il y a de quoi se poser des questions. Ce n'est pas une accusation, c'est simplement faire le constat qu'effectivement, il manque de formation. Et aujourd'hui, le boulot, c'est plutôt de donner du travail à ceux qui sont en France, qui ont respecté les lois de la République, plutôt qu'en accueillir d'autres. Ce qu'il faut dire aussi, quand même, pour tout dire, c'est qu'à Lampedusa, vous avez 25 000 immigrés qui arrivent. C'est vrai que sur une île comme Lampedusa, ça fait beaucoup. Mais 25 000 immigrés par rapport à 500 millions d'Européens... C'est pas grand-chose. 50 000 immigrés pour l'Europe, c'est une plaisanterie. C'est C'est absolument dérisoire. Sauf que dire oui à ces 50 000 immigrés, c'est l'assurance qu'il y en a d'autres qui arrivent. Vous le savez très bien. Pas à ce point-là, il y a aussi un message... Il dit une chose, il y a un message à faire passer. L'Élysée passe son temps à éplucher des sondages d'opinion et avec la décision qui a été prise, ils ont élaboré une stratégie et un vrai choix aujourd'hui politique qui est d'orienter la campagne à droite toute et on va pouvoir se récrier. Et plus on se récriera, vous savez, et plus ils seront contents. Parce qu'on sera l'intelligentsia qui va taper... Je pense que le peuple en profondeur, il n'a pas demandé ça. On n'entendait pas parler du Front National
et des étrangers et des immigrés dans les manifestations sur les retraites. Quand le peuple se mobilise sur les questions sociales et les questions démocratiques, il ne se fait pas la guerre au nom de l'origine. Vous avez entièrement raison. Le programme est fixé par Patrick Buisson, qui est un idéologue de l'extrême droite. Je le redis, le problème n'est pas le Front National. La droite extrême est au pouvoir aujourd'hui. Ce n'est plus une droite républicaine. Il y a eu Victor Hugo et Napoléon III. Il y aura Edwy Plenel et Nicolas Sarkozy. Non, mais j'ai vécu plus longtemps que vous. Donc, c'est un avantage, c'est un énorme inconvénient, mais c'est un tout petit avantage. Et malheureusement, il y a quelque chose là qui commence à ressembler à quelque chose qui ne sent pas bon. Vous voyez, ce matin, en allant revisiter l'appartement de mon enfance, il y avait un mur pignon qui avait été réagréé il y a 55 ans, ou presque 60 ans, par des Italiens. Et à l'époque, on les appelait les Rital, et déjà, on les faisait chier parce qu'ils étaient Rital. Et nous, il y avait un mec qui sifflait tout le temps, il s'appelait Gigi, il adorait les gosses de la rue des Martyrs, et on le défendait contre les mecs qui disaient « Hé, Rital, retourne dans ton pays », tout ça. Tout ça, c'est resté gravé, j'ai pas envie que ça recommence, j'ai pas envie que les Gigi d'aujourd'hui, qui ont sans doute des gueules d'arabes, mais oui, mais ils sont aussi français, j'ai pas envie qu'on les emmerde. Voilà. Écoutez, ça sera le mot de la fin. Très belle conclusion de Pierre Arditi, merci. Anna, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de vous avoir. À très bientôt, j'espère. Nous, on se retrouve après la pub avec le Zapping Guillon et notre invité du samedi 20h. Ce soir, Olivia Chaumont, ex-Olivier, transsexuel et franc-maçon. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriennes. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Arditi, de Thierry Mariani, d'Edwy Plenel. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Olivia Chaumont. Bonsoir. Alors Olivia, jusqu'à 50 ans, vous avez été un homme marié sous le nom d'Olivier. Vous dirigiez une grosse agence d'architecture à Paris. Vous étiez membre du Grand Orient de France. Mais à 50 ans, submergé par votre transidentité jusqu'alors étouffée, vous avez fini par céder à votre désir de devenir femme. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Mais d'abord, le zapping. Voilà, c'était le zapping. À vous, Stéphane, pour la semaine de Guillon. Et on commence par la grande nouvelle de la semaine. Carla Bruni serait enceinte. La première dame aurait réalisé l'échographie des 3 mois. Alors, c'est encore trop tôt pour savoir s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Mais l'enfant est bien du président. Le fœtus est minuscule et bouge énormément. Déception en revanche pour Nicolas Sarkozy qui ne pourra pas prendre le nourrisson dans ses bras à sa naissance. Le personnel soignant est formel, le syndrome du bébé secoué, ça peut être très grave. Nicolas Sarkozy qui a été bercé tout petit par son papa pâle, Sarkozy. Tout à fait. On en paye encore les conséquences. Carla Bruni, enceinte, info ou intox, s'interroge VSD. Ils écrivent quand même que Madame Sarkozy arborait un petit ventre samedi dernier. Je souhaite à la direction du journal que Carla soit vraiment enceinte. Écrire que Madame Sarkozy est ballonnée, ça peut leur coûter très cher. Éric Zemmour pourrait être le parrain du futur nouveau-né. Ben oui, comme Brice Hortefeux, condamné pour injure raciale, et le parrain de Jean Sarkozy, ce serait bien que Zemmour, condamné pour provocation à la haine raciale, soit parrain lui aussi. La cohérence dans une famille, c'est important.
Les Japonais souhaitent planter des pieds de cannabis autour de la centrale de Fukushima. Leurs racines captureraient la radioactivité. Les Japonais, faut pas qu'ils fument avant de proposer des idées. La situation est bien trop grave. C'est con. Oui, c'est con. Oui, c'est con, mais c'est drôle. Bon, alors. Frédéric Lefebvre croit aux forces de l'esprit. Je ressens souvent le besoin d'être au contact de la nature et proche des arbres pour réfléchir. C'est en lisant le conte philosophique Zadig et Voltaire au pied d'un arbre centenaire que Frédéric Lefebvre a décidé qu'il fallait détecter les comportements dangereux dès la maternelle. Bon, faut surtout pas qu'il fume le cannabis de Fukushima, Frédéric Lefebvre. Il en a pas besoin. C'est comme Obélix, il est tombé dedans petit. À Champigny, un architecte a créé un immeuble avec des maisons individuelles perchées sur le toit. Ça, c'est une idée qu'il a piquée. Au Japon, ils font ça depuis des semaines. Des maisons, des bateaux, des bagnoles perchées sur le toit. Pepsi Cola arrive en Afghanistan. Pepsi a été préféré à Coca-Cola. Ils ont fait des tests en aveugle. C'est la grande spécialité là-bas. Et c'est Pepsi qui a gagné. Déclaration de Sophie Favier. Le Colaro Show m'a empêché d'être avocate. Eh bah, la justice française peut remercier le Colaro Show. Le Front National a enfin vendu ses anciens bureaux. Le paquebot a été racheté par un propriétaire de maison de retraite. Ça tombe bien, Jean-Marie Le Pen va pouvoir rester sur place. Si on pouvait également réserver une chambre pour Jean-Paul Guerlain, ce serait bien un hospice spécialisé dans les vieux tenant des propos racistes. Pour les chambres, on prendrait des noms rigolos, la Zemmour, la Robert Ménard, la Claude Guéant, la Dieudonné. Hein, ça aurait de la gueule, non ? D'après un sondage du Parisien, Nicolas Hulot est la personnalité politique avec qui les Français préféreraient passer l'été. Des vacances avec Hulot, quelle horreur! Dominique Strauss-Kahn est la 4e personnalité politique avec qui les Français aimeraient passer l'été. Ah, là, tu dois te marrer. Des vacances avec DSK, tu bouffes, tu fais la fête, la lumière est allumée dans toutes les pièces. En revanche, faut tenir le coup, hein, c'est très physique. Puis faut pas être farouche. Du matin au soir, dans toutes les pièces, le jardin, la piscine, ça y va. Même si tu te laves au pamplemousse, au choya, à la vanille de Madagascar, au kiwi des tropiques, bio, pas bio, Dominique, il s'occupe de toi. Il y a du soleil et des nanas, dar la dire la dada. Il y a du soleil et des SK, dar la dire la dada. On va s'en fourrer jusque-là, dar la dire la dada. Merci beaucoup. Voilà, c'était Stéphane Dion, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Olivia Rebonsoir, donc vous êtes né le 30 octobre 1950 à Meudon, sous le nom d'Olivier, dans une famille de 5 enfants, père ingénieur dans la marine, mère femme au foyer. Vous dites, génétiquement, j'étais un garçon, j'avais des jouets de garçon, on m'éduquait comme un garçon, mais moi, je me sentais attiré par le monde des filles. Depuis toujours, il n'y a pas un moment donné où on découvre qu'on a cette chose bizarre. Ouais. Alors, en fait, vous dites, je suivais mes frères à contre-cœur pour éviter qu'on se moque de moi. On nous assigne finalement le monde de la masculinité quand on est garçon. Et de dire qu'on a plutôt envie d'aller dans l'autre, ça c'est s'exposer effectivement à des railleries ou des choses comme ça. Donc on ne le dit pas, donc on reste dans son... Donc qu'est-ce qu'on fait? On dissimule. On dissimule. On dissimule, voilà. Ce qui est terrible, c'est que pour parfaire votre image de garçon, au collège, vous mettez au rugby. C'est terrible. Oui, c'est vrai. Vous avez vraiment donné le change. Oui, j'ai joué plusieurs années. Alors vous avez des petites copines, vous dites j'étais sûrement plus romantique que les autres et ça plaisait aux filles, évidemment. Peut-être.
Alors c'est donc dans les années 60 que vous commencez à vouloir être une femme, mais à l'époque, évidemment, c'est absolument impensable. L'homosexualité est encore une maladie mentale, et transsexualité, je crois que le mot n'existe même pas à l'époque, quoi. Ouais. C'est quelque chose qu'on n'évoque pas. Ben oui, en plus, votre père était militaire et gaulliste, donc ça arrangeait pas les choses. Donc vous décidez de mettre un couvercle sur vos pulsions, voilà. Ouais. Alors après le bac, vous voulez devenir pilote de ligne, mais un problème d'oreille interne vous interdit cette profession et vous devenez architecte. Et finalement, vous avez une bonne vie à ce moment-là. Vous êtes étudiant à Paris, dans les années 70, sexe, drogue et rock'n'roll. Mais oui, ce furent de belles années, 70, ouais, libération de la femme. Tout à fait. Bien sûr. Voilà, puis vous arrangez de votre problème, quoi. Là, vous êtes toujours effectivement un garçon. Après 10 ans d'études, vous travaillez à Marseille. Et là, le temps vous semble long, parce que vous vous retrouvez un petit peu isolé, seul face à vous-même, et vos pulsions identitaires redoublent. Et c'est là que vous découvrez l'existence de Bambi et Coccinelle, qui étaient des artistes transsexuels à l'époque, et vous vous dites, c'est possible, je vais le faire, quoi. La France entière admirait ces deux femmes. Ça m'a fait comprendre que oui, c'est possible, on peut faire ça. Mais là, vous rencontrez des transsexuels à Marseille, donc rue Curiole, qui est la rue un peu chaude de la ville, et vous comprenez en fait que pour les transsexuels, c'est le showbiz ou la rue. Oui, j'ai renoncé. C'est les seules personnes vers qui j'ai pu aller à l'époque pour trouver de l'information. Et qu'est-ce que j'ai découvert à ce moment-là? Ce sont effectivement des femmes, oui, transsexuelles qui se prostituaient pour gagner de l'argent, qui étaient totalement dépressives, voire suicidaires pour certaines. Donc j'ai dit non, ça c'est pas possible. Je veux vivre ma vie, mais pas à ce prix-là. Donc j'ai remis un couvercle. Le couvercle sur les pulsions, toujours. Ça a été toute votre vie. En 1981, vous avez 31 ans, vous remontez à Paris pour ouvrir une agence d'architecture, vous vous mettez à votre compte. Rapidement, les premiers contrats tombent, non seulement en France, mais à l'étranger, ça marche, et vous devenez un patron comme les autres. Et là, vous devenez franc-maçon, pourquoi ? C'est un engagement personnel. J'avais toujours dit que je ne me mettrais sous aucune bannière, sous aucun étendard. Finalement, c'était très confortable de rester chez soi, dans son confort politique. Et puis, des circonstances, c'était les européennes. Et c'est une des premières années où le Front National avait fait un score très élevé. Et ça a été comme un catalyseur dans ma décision. Je me suis dit que là, je ne pouvais pas rester dans mon fauteuil. Il fallait que je fasse quelque chose. Ensuite, vous vous mariez ? Oui. Et les années passent, la pression monte à l'intérieur de vous, et un jour, après 50 ans de comédie, vous comprenez que vous ne pouvez plus lutter, quoi. Il faut que Olivier devienne Olivia, au risque de perdre tout ce que vous aviez construit. Je prends l'image souvent d'une vague qui vient frapper de plus en plus souvent sur une digue, et puis là, la digue a rompu à un moment donné pour des raisons tout à fait inconnues. Et à ce moment-là, je me suis dit que cette vague-là, allez, emporte-moi. Ok. Alors là, vous vous laissez aller à votre féminité, vous vous épilez les sourcils, vous devenez de plus en plus androgyne. Et en fait, les gens ne disent rien, parce qu'ils disent c'est un artiste, quoi. Donc voilà, il fait comme il veut. Voilà, ça a participé du métier que vous faisiez, en fait, créatif, quoi. Oui, dans un premier temps, c'était pas si anormal que ça. Voilà, oui. Là, vous prenez des hormones qui sont ordonnées par un psychiatre, parce qu'à l'époque, c'est encore considéré comme une maladie mentale. Hein. C'est là qu'on commence à comprendre ce que c'est que d'engager un parcours sur la transidentité. Et ce sont les deux éléments de la vie, de la société qu'on rencontre. D'un côté, la médecine, tout le corps médical, et de l'autre côté, plus tard, on le verra, le corps juridique. On ne peut pas vivre sa transidentité indépendamment de la société, comme l'homosexualité qu'on peut vivre finalement de façon tout à fait anonyme et discrète. Nous ne pouvons pas. Alors, vous prenez les hormones, au bout de quelques mois, votre poitrine grossit, votre voix change, votre visage se transforme. Je dirais heureusement que votre père n'est pas là pour voir ça, parce que ça aurait été chaud, non ? Oui, je pense que... Mais c'était un homme tolérant, je pense qu'il aurait finalement accepté la chose. En tous les cas, votre mère, à l'époque, refuse de vous appeler Olivia. Pendant un premier temps, oui, ça lui a été difficile. Alors là, votre couple vole en éclats, évidemment. J'imagine que votre femme, voyant ça, évidemment, vous le divorcez, voilà. Votre business décline aussi, hein, vous faites moins d'affaires à ce moment-là ?
quand on engage une transition, il faut savoir qu'on est complètement concentré sur cette transformation qui vous prend complètement. Effectivement, c'est au détriment de tas d'autres choses. On sait qu'il va y avoir des pertes au niveau du travail, des pertes au niveau de la famille, des amis, des choses comme ça. On sait qu'il va y avoir de la casse, oui, mais on y va quand même. Là, vous décidez d'en finir avec Olivier, parce qu'en fait, quelle que soit votre apparence, sur votre carte d'identité, il y a toujours écrit Olivier. Donc, quand vous donnez vos papiers, c'est horrible. On vous dit, mais attendez, c'est pas vous, ça c'est Olivier, quoi. Donc, à un moment, ça devient invivable. On est déjà dans une apparence féminine, on commence à vivre le genre vers lequel on veut aller. C'est la même chose pour des femmes qui deviennent des hommes. On n'en parle pas, mais il y en a autant. Et on est éternellement confronté à devoir décliner son identité à la poste. On vous demande la procuration de votre mari, la carte vitale, prendre un billet d'avion, louer une voiture. Enfin, on passe son temps à décliner son identité. Donc, on est en permanence rejeté dans la masculinité qu'on veut fuir. Alors là, vous décidez d'aller au bout, vous décidez de changer de sexe. Alors, le plus sûr, c'est la Thaïlande. Alors, il y a des voyages organisés. Voilà, ça coûte 15 000 €, all inclusive, tout compris, quoi. On arrive là-bas, à l'aéroport, il y a quelqu'un qui vous attend à Bangkok et qui vous amène dans une clinique, quoi. Oui. Là, la veille de l'opération, vous avez plus peur de l'opération que du changement de sexe, en fait. Ça fait peur, bien sûr. Ça dure 6 heures. C'est une opération très dangereuse. Donc, Alors, l'opération consiste évidemment en l'ablation du pénis et des testicules, puis la construction d'un vagin et d'un clitoris. Ils savent le faire. Voilà, oui, absolument. Alors voilà, donc on vous montrera des photos de l'intervention. Vous dites, ça ressemblait à un mécano démonté. J'en ai vu une, ça m'a suffi. Et effectivement, on se dit que heureusement que le chirurgien part pas en vrille. Alors quand vous vous voyez dans le miroir, vous ressentez un immense apaisement, quoi. Voilà, vous savez, c'est fait. Et vous retournez en France où vous devenez Olivia. Ça veut bien dire que pas de changement de sexe, pas de changement de papier. Et là, vous devenez vraiment Olivia. Je ne suis pas devenue Olivia comme ça sur le plan de l'état civil tout de suite, parce que il faut faire une demande, c'est très compliqué, et c'est là que dans les critères qui sont imposés pour changer d'identité, on vous oblige à avoir eu l'opération. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, que justement les personnes dont je parlais tout à l'heure qui ne désirent pas être opérées, on va les obliger quand même à être opérées. Et quand il s'agit d'une femme qui devient un homme, où l'opération est quasiment impossible, la nature, on ne la copie pas comme ça, alors là, on leur demande d'être stérilisées pour pouvoir changer de prénom. C'est vraiment des pratiques, moi, personnellement, je qualifierais de barbares quand même. À imposer à quelqu'un la stérilisation pour changer de prénom. Alors, ce qui est extraordinaire dans votre histoire, c'est que sur le plan sexuel, vous retrouvez vos préférences, les femmes, puisque vous avez eu des rapports avec des femmes toute votre vie, et vous devenez lesbienne. C'est extraordinaire. J'ai de la constance, oui. Ah oui. C'est épatant. C'est épatant comme histoire, hein. Voilà, mais vous... oui, c'est formidable. Et l'opération est tellement bien réussie que vous connaissez des orgasmes. Ça dépend du partenaire. Oui, une fois vous avez fait l'amour avec un homme, et vous dites, je ne m'étais encore jamais senti aussi femme, évidemment. Ça s'est bien passé? Non, ça sent un peu idiote. À mon âge, quand même. Alors, ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que vous voulez rester au Grand Orient de France. Sauf que le Grand Orient, il n'y a pas de femme. Vous devenez, en fait, la première femme du Grand Orient de France. Voilà, oui. Ce qui n'arrivait pas à régler venant de l'extérieur, puisque effectivement, les femmes ne pouvaient pas rentrer au Grand Orient, ben c'est venu par l'intérieur. Il y a eu un cas, le mien, qui s'est posé, qui a posé un problème, comme on m'a dit. J'ai dit que j'étais pas un problème, j'étais un être humain et qu'il fallait trouver une solution humaine à ça. Ce qui a été fait finalement. Est-ce que maintenant il va y avoir d'autres femmes au Grand Orient de France? Maintenant, c'est possible. Oui. Ah, mais donc c'est une avancée terrible. Vous avez fait du féminisme. Voilà, d'une certaine façon, oui. Il y a un truc aussi qui doit être intéressant, c'est que quand vous étiez un homme chef de votre agence d'architecture, quand vous disiez un truc, tout le monde obéissait. Est-ce que c'est pareil quand on est une femme? Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer avant quand on sait qu'on va arriver sur l'autre rive
et on ne sait pas ce qu'on va trouver là-bas. Ouais. On l'imagine, on le rêve, mais quand on arrive, on ne sait pas. Et là, j'ai découvert ce que c'était que d'être une femme dans un monde qui est le nôtre aujourd'hui. Et maintenant, quand on me demande ce que je fais, je dis, je suis architecte. Ah oui, vous êtes architecte d'intérieur. Ah oui, décorateur. Quoi. Décoratrice. Oui. Une femme ne peut pas être comme ça, avoir Architecte. une agence et diriger son... Ah, vous êtes bien placé pour voir ce que c'est le monde vu des femmes, quoi. Ah oui, ça, je vois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gagner, et que ce qu'on entend n'est pas faux. Alors aujourd'hui, ça va, là, votre vie, ça va, vous êtes content? Oui, ça y est, maintenant c'est réglé. C'est en place, c'est équilibré. Votre maman vous appelle Olivia? Absolument, c'est un très joli cadeau qu'elle m'a fait. Tout va bien? Oui. Vous dites, je n'ai absolument aucun regret. Ah non, aucun. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas l'avoir fait plus tôt? Ah si, ça certainement, oui, bien sûr. C'est le seul regret, en fait. Mais bon, c'était impossible pour moi dans les conditions qui étaient les miennes à mon époque. Aujourd'hui, c'est diagnostiqué beaucoup plus tôt. Il faut savoir que des parents peuvent être confrontés à ça. À 16, 17 ans, un enfant, une fille, un garçon peuvent présenter ce désir d'être dans l'autre genre. Ça peut être accompagné, et non plus comme avant, où on cherchait à guérir. Il fallait absolument nous guérir, comme des malades mentaux que nous étions, et nous faire une place dans la société. Car il faut absolument qu'il y ait une loi qui encadre ça. Aujourd'hui, ça n'existe pas. J'espère que des politiques vont se saisir. Enfin... Mariani, demain matin, il dépose la loi. Voilà, il faudrait que... Edwy, un mot. Formidable. Thierry? Je trouve que dans les propos d'Olivia, il y a un calme et une sérénité qui que finalement... Beaucoup de lucidité, très bonne auto-analyse. C'était là où elle devait en arriver. Pierre? Vous deviez avoir beaucoup de charme comme homme et vous en avez un infini comme femme. Non, je vous le dis, de manière d'autant plus troublante pour moi, que vous ressemblez à un tableau de mon père qui s'appelle La Péruvienne. J'ai l'impression que ce tableau qui m'accompagne depuis mon enfance s'est animé depuis un quart d'heure. Oh, excellent mot de la fin de Pierre Arditi, mesdames, messieurs. Voilà. C'est vrai, c'était Salut les Terriens avec Pierre Arditi sur scène dans La Vérité actuellement au Théâtre Montparnasse. Et je vous conseille fortement d'aller voir cette pièce si vous trouvez de la place parce que c'est bourré. Voilà. Thierry Mariani, secrétaire d'État chargé des transports, merci. Edwy Plenel, le président de Mediapart. Pour le président de Trop, c'est pas vous, chez Don Quichotte, Anna Cabana du Point et Olivia Chaumont. Merci de votre témoignage. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec le SAV des émissions et Groland.com. Pour les abonnés à 20h50, Gardien de l'Ordre avec Cécile de France et Fred Testo. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, sur canalplus.fr. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.